Je dirais que l'entrepreneuriat, c'est une énorme leçon de vie pour moi. Et c'est là où je fais le lien avec une relation amoureuse. Si on ne se donne pas de l'amour de manière inconditionnelle, comment est-ce qu'on peut se demander à d'autres personnes de nous aimer ? L'entrepreneuriat t'envoie dans la tronche toutes les insécurités que tu n'as pas réglées. En 5-6 mois, ça a été des claques positives, mais surtout très challengeant et épuisant. On ne peut pas, en tant qu'humain, d'autant plus en tant que femme d'essence primaire féminine, être dans cette énergie-là, du faire, du produire, sans se sentir submergé, mal ou en burn-out à un moment donné ou un autre. Tous ceux qui avaient envie d'être entrepreneurs, ils vont se dire « Ah, la galère ! Franchement, ça fait pas rêver son truc. Hein. » Mais en vrai, quand même, c'est pas mal. Ok, bonjour à tous. Par où commencer ? C'est Marie Arnoux de Sois sage et parle fort. C'est la première fois aujourd'hui que je suis dans un studio d'enregistrement pour me faire filmer. Je pense que les podcasts prennent une ampleur, effectivement, qui font que c'est intéressant de passer par la vidéo. Et ça a d'autant plus de sens avec ce que je fais parce que je me rends compte que si la voix a de l'impact, l'image en a d'autant plus, le regard, les gestes, les mouvements, ce que j'ai envie de transmettre, les émotions que j'ai envie de véhiculer. Donc voilà, c'est une première pour moi, je suis un petit peu stressée. Je vais vous mettre dans le contexte de cet épisode avant de vous donner un petit peu le plan de ce que je compte aborder, sachant que j'ai réservé cette salle pour 2 heures, donc j'ai mon auto-challenge de dire tout ce que j'ai à dire en 2 heures. On va voir. Petit contexte pour cet épisode, je suis malade. Je commence à me remettre d'une bronchite très énervée, d'où la ventoline présente sur cette table et le rouleau de papier toilette que vous ne voyez pas en off, qui est sur la chaise posée à côté de moi parce que je risque d'avoir besoin de me moucher. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, cette bronchite s'est présentée à un moment donné où j'étais fatiguée, mais en général, on tombe jamais malade par hasard. À un moment donné où j'avais envie vraiment d'arrêter de fumer, puisque oui, ça fait 3 ans que je fume, quelle aberration, alors que je prône la liberté. Et ça fait plusieurs fois que j'essaye d'arrêter et que je n'y arrive pas, que je recommence et que j'utilise la cigarette pour étouffer mon stress. Et c'est aussi l'un des sujets de cet épisode, puisqu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre la parole sur ce qui s'est passé pour moi depuis quelques mois. Ouais. L'entrepreneuriat, pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur mon compte principal que j'avais depuis un moment, sur lequel je partage les extraits d'épisodes et où je partage beaucoup de choses, beaucoup de leçons de vie, beaucoup de soirées techno aussi, parce que ça fait partie de mon univers. L'authenticité comme depuis le départ en fait, et d'autant plus depuis quelques mois, avec beaucoup de prises de conscience qui se sont faites en un an. J'en avais déjà pas mal parlé dans l'épisode qui a fait suite à mon voyage en Inde. Et ça m'avait fait tellement de bien de faire cet épisode, seule, que je me suis dit pour une fois, là je vais recommencer. Et je vais parler de ces 5 mois d'entrepreneuriat, puisque depuis janvier, je suis officiellement à mon compte. J'ai quitté le monde salariat. Je pense que c'est quelque chose dont j'avais très envie depuis très longtemps, sans me l'avouer, qui demande beaucoup de choses. Et ça va être l'objet de cet épisode, punaise, l'entrepreneuriat. Ça va être aussi beaucoup d'autres choses, cet épisode. Parce que je me rends compte que tout est lié, que la psychologie est liée, que le corps y est lié, que nos habitudes, les personnes qui nous entourent, dans quoi on met notre énergie et pour qui, ce qu'on accepte de recevoir ou ce qu'on n'accepte plus de recevoir. Tout est lié en fait à mon évolution personnelle depuis 1 an, à cette prise de décision d'aller dans l'entrepreneuriat, à toutes les découvertes que je fais et à l'impression en 5 mois d'avoir pris une maturité, une claque dans la figure et en même temps d'avoir l'humilité de dire que j'ai encore énormément à apprendre. Et j'ai hâte. À qui s'adresse cet épisode ? Il s'adresse à toute personne qui est
de près ou de loin intéressé à l'entrepreneuriat, qui est de près ou de loin intéressé au bien-être, qui est de près ou de loin intéressé à la sexualité, aux relations amoureuses et aux polarités. Parce que oui, je fais un parallèle énorme aujourd'hui entre l'entrepreneuriat aussi et les relations amoureuses. Voilà. Pour qui est cet épisode et de quoi on va parler? On va parler du contexte dans lequel j'évolue, de mes activités, de pourquoi je me suis lancée, de quelles sont les valeurs qui m'animent, de ma vision de l'entrepreneuriat, qui est la mienne, et je serais très curieuse d'avoir vos retours. Il sera question aussi peut-être de visible et d'invisible, de mindset, comme ils disent, de ce que j'ai mis en place aussi, parce que peut-être que mes conseils peuvent aider des personnes sur leur vie personnelle, sur leur quotidien, que ça soit dans le monde salariat ou dans l'entrepreneuriat en fait, puisque tout est lié, encore une fois. Comment je vais aussi, je vais en parler. Comment je me sens. Je vais parler de beaucoup de choses. Je vais parler des insécurités de l'entrepreneuriat. Je me suis pris... Alors, j'ai des notes partout, à l'ancienne. Hein, j'ai pas pris mon ordinateur. Ça, c'est aussi un choix que je fais d'essayer le plus possible de prendre des notes sur des carnets parce que je passe déjà littéralement ma vie derrière des écrans et c'est mauvais pour la santé mentale, je pense. Donc, je vais parler de santé mentale aussi, tiens, dans cet épisode. Je vais parler des cases que l'on s'impose, que l'on suit et que la société nous vend comme étant la norme et desquelles j'essaye de me détacher beaucoup, de plus en plus. Et je crois que ça me réussit bien, à titre perso et à titre professionnel. Bon, bref, j'ai fait le plan. Je vais parler de mes objectifs aussi et de mes conseils. Donc voilà un petit peu en gros le plan de cet épisode. On va voir si je vais tenir dans mes 2 heures imparties. J'ai l'heure, ça devrait aller, et j'ai de quoi boire et de m'hydrater et de quoi respirer et me moucher, donc tout va bien, on est bien. Alors déjà, petit contexte et petit retour en arrière. J'ai toujours été dans le salariat, mais j'ai toujours entendu de mon papa, un jour tu seras à ton compte. Et ça me paraissait tellement lointain, tellement comme la lumière dorée au bout du chemin, genre on voit que ça brille, ça a l'air super cool, mais on ne sait pas comment, pourquoi et quelle forme ça prendra. Et depuis 1 an, il s'est passé, comme je le dis souvent sur les réseaux sociaux, un enchaînement de choses, de situations, de rencontres, de rendez-vous et de synchronicités. Donc les synchronicités, ce sont un petit peu des choses qui se passent et que l'on pourrait attribuer au hasard, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Et qui, en fait, ces synchronicités se sont produites parce que mon quotidien a changé, les valeurs que j'avais ont évolué, les centres d'intérêt et l'énergie que je mets, dans quoi je le mets, pour qui je le mets, ce que j'accepte de recevoir ont beaucoup changé. Et donc, ces rendez-vous, ces hasards, ces rencontres se sont faites aussi par ces changements-là, je pense vraiment. On attire à soi ce qu'on cultive d'abord pour soi. Ça, c'est une chose à retenir, encore plus dans l'entrepreneuriat, aussi dans les relations. Comme je le disais au début de cet épisode, tout est lié. Donc, retour en arrière, depuis 1 an, j'ai toutes ces évolutions. Ma découverte du tantra, pour ceux qui savent. Donc, le tantra, si je devais le résumer en une phrase ou une expression, parce que parfois on me dit, mais c'est quoi le tantra? C'est de mettre de l'extase dans l'instant, de mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait, dans nos choix, dans nos actes, dans nos mots, dans nos décisions. Et il y a eu donc des rencontres qui ont fait suite à ces changements de décision, à ces prises de conscience. Et une des prises de conscience que j'ai eues il y a, maintenant, un petit peu plus de 8 mois, c'est que je ne pouvais plus rester dans le salariat tel que le salariat, tel qu'il se présentait dans ma vie, ou en tout cas tel qu'il prenait forme dans ma vie. À savoir, pour le dire simplement, souvent quand on est dans le salariat, on adapte notre mode de vie au travail. Il y a des personnes qui vont devoir déménager pour suivre leur emploi.
il y a des personnes qui vont faire leur séance de sport, du coup, en dehors des horaires de travail, que théoriquement, on ne peut pas choisir quand on est dans le salariat, qui vont adapter leur mode de vie à la rémunération qu'ils ont. Effectivement, on ne peut pas se pointer auprès de son boss et de dire, en fait, là, j'ai vraiment envie de me payer un voyage, donc en fait, j'ai besoin de tant d'argent maintenant. Ça ne se passe pas comme ça. Et avec mon tempérament où j'ai énormément besoin de liberté et d'interdépendance, non pas seulement d'indépendance, mais c'est un terme que l'on pourra peut-être expliquer si j'y pense dans l'épisode. Être freelance et être à mon compte, c'était du coup pouvoir adapter mes activités professionnelles au mode de vie que je rêve d'avoir, et j'irais même jusqu'à dire que je mérite d'avoir. Donc, quel est le mode de vie dont j'ai envie? Et à partir de là, quelles sont les activités professionnelles que je développe, que je mets en place autour de moi, dans lesquelles je mets de l'énergie, qui répondent à des valeurs que j'ai, qui me permettent de laisser quelque chose de beau derrière moi sur cette terre, de ne pas avoir à regretter ce que je fais, d'être authentique tous les jours dans tout ce que je fais, puisque je n'arrive plus aujourd'hui à être dans le faux, à être dans le masque, je ne peux plus. Et donc, pour qui j'ai envie de travailler, pour quel objectif, pour quelles valeurs, pour quelles équipes, pour quelles entreprises, pour quelles personnes j'ai envie de donner de l'énergie et de donner de mes compétences, parce que bien sûr, il suffit pas d'avoir un mindset pour être entrepreneur, il faut aussi des compétences. On est d'accord. Et je pense que si aujourd'hui vous vous posez la question, est-ce que j'aimerais être à mon compte ou j'ai envie de me lancer, vous savez que vous avez des compétences dans votre domaine. Ça, j'en ai aucun doute. Maintenant, les compétences, c'est une chose, mais il y a tout le reste qui joue presque plus que les compétences dans la réussite, je pense, de l'entrepreneuriat. Et encore une fois, dans la réussite de ces relations, on peut avoir toutes les compétences en termes relationnels. Je pense que ça n'est pas que de savoir les choses qui comptent, c'est de les incarner vraiment, c'est de les ressentir et c'est d'oser d'oser relever ses manches, on va dire, voilà, et mettre les mains dans le cambouis. Et c'est aussi le lien que je vais faire avec les insécurités. Mais on y viendra un petit peu plus tard. Donc voilà le contexte. Et donc en janvier, je me suis lancée officiellement à mon compte. Donc pour ceux qui savent, j'ai obtenu une rupture conventionnelle qui facilite effectivement le passage à l'entrepreneuriat parce que ça donne une sécurité puisqu'on touche le chômage à la suite d'un contrat de travail. Donc rupture conventionnelle, on négocie avec son employeur, en gros, son départ. La date de son départ, etc. Et on touche le chômage pendant la durée prévue légalement. Petit conseil, là où j'ai été assez maline, c'est que en général, les gens qui font une rupture conventionnelle créent leur statut de micro-entreprise, par exemple, après. Sauf que tous les revenus qui vont être versés en tant que micro-entreprise, il y aura du coup une déduction des indemnités du chômage en proportion. Sauf si on a son statut d'entreprise qui date d'avant la rupture conventionnelle, ce qui était mon cas, puisque je facturais déjà à des clients en indépendante en même temps que mon CDI. Et sur d'autres projets, pour d'autres secteurs, comme journaliste, rédactrice. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu continuité d'activité puisque ma micro-entreprise existait déjà avant ma rupture conventionnelle, ce qui fait que je n'ai pas de réduction de mes indemnités chômage, qu'importe les revenus que je touche en tant que micro-entrepreneur. Donc une belle sécurité, on va dire, mais ça ne m'empêchait pas d'être complètement flippée et de l'être encore. Les insécurités, on y viendra. Et donc, depuis janvier, je me suis lancée officiellement. Et en 5-6 mois, ça a été des claques positives, mais surtout très challengeant et épuisant. Épuisant psychologiquement, nerveusement, tout. Donc la question, je réponds à ma propre question du coup. Comment est-ce que je vais ? Je suis heureuse.
et je suis fatiguée. Je suis éclatée de fatigue. Mais c'est de la bonne fatigue et j'ose espérer, je pense, que d'ici 2, 3, 5, 6 mois, j'aurai encore peut-être évolué, même sûrement, parce que j'ai l'impression que ça va très vite. En 5 mois, j'ai jamais autant gagné en autonomie, en maturité émotionnelle, je pense. Je dirais que l'entrepreneuriat, c'est une énorme leçon de vie pour moi. Et c'est là où je fais le lien avec une relation amoureuse. C'est que l'entrepreneuriat t'envoie dans la tronche toutes les insécurités que tu n'as pas réglées, ou bien que tu connaissais, mais qui là prennent une proportion énorme, qui font que soit tu les règles et que tu lâches prise et que tu travailles sur toi à titre personnel et à titre psychologique, vraiment, soit tu t'effondres, soit burn-out, soit échec professionnel, ou échec de ton entrepreneuriat, et donc non rentrée d'argent, et donc potentiellement retour au salariat. Et je pense sincèrement que beaucoup de personnes qui retournent au salariat en disant que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour eux, ou en disant par exemple qu'ils se sont sentis trop isolés, ou bien que l'économie ça n'allait pas à ce moment-là, toutes les excuses possibles, inimaginables du monde, à mon avis, c'est surtout parce que ils n'ont pas réglé les insécurités qu'ils avaient. Alors c'est peut-être ça peut paraître très présomptueux ce que je dis, et vous avez le droit de pas être d'accord. Il n'empêche que, en tout cas dans la prestation de service, parce qu'effectivement quand on vend des biens, c'est encore un autre sujet, mais dans la prestation de service, ce que je fais, il n'y a pas qu'une histoire de compétences, il n'y a pas qu'une histoire d'économie, il n'y a pas qu'une histoire de oui non mais moi j'aime en fait être entourée, j'aime avoir des réunions régulières avec des gens, j'aime qu'on m'impose. En fait, toute la sécurité, on va dire, le cadre du salariat explose quand on est à son compte, puisque c'est nous qui fixons nos règles, c'est nous qui fixons notre routine, c'est nous qui fixons nos habitudes, et que si on n'a pas une certaine rigueur avec soi-même, et en même temps, tout le paradoxe, un lâcher-prise suffisant pour accepter l'imprévu et accepter l'inconfort de toutes les situations que l'on n'aurait pas pu imaginer, si on n'est pas prêt à accepter ça, c'est sûr que ça va mal se passer. Si on n'est pas prêt à se remettre en question chaque jour, à remettre en perspective chaque seconde ce qu'on a fait, si on n'a aucun doute, si on est dans l'excès de confiance, mais dans le côté négatif, si on n'est pas prêt à travailler sur soi, même d'un point de vue de est-ce que la manière que j'ai de communiquer est suffisamment claire avec mes clients, ça va dans des micro-détails. Ça va de l'ordre des choix que l'on fait. Si on n'est pas prêt à aussi régler des problèmes tous les jours et trouver des solutions tous les jours et à chaque instant, si on n'est pas prêt à tout ça, ouais, c'est difficile. Et donc, autre petit parallèle que j'ai envie de faire avec la vie, de manière générale, beaucoup de personnes ont pour objectif d'être plus heureux dans leur vie. C'est quelque chose qu'on cherche tous, je pense, sur différentes échelles, sur différents indicateurs, sur différents baromètres, que ce soit physique, psychologique, financier, tout ce qu'on veut. On cherche à être plus heureux. Bien. La question c'est quoi le bonheur ? À quel endroit on place le niveau de notre bonheur ? Là encore, chacun voit midi à sa porte. Pour moi, il n'y a pas vraiment de quand j'aurai cet état-là, je serai heureuse. Et beaucoup de gens se mettent des objectifs de quand j'aurai tel poste, quand j'aurai tel revenu, quand j'aurai tel type de relation, je serai heureuse. Pour moi, la vie et le bonheur sont liés au fait que on atteint des objectifs jour après jour, en résolvant des problèmes et en trouvant des solutions, souvent par soi-même. Et l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ça. Les relations amoureuses, c'est aussi ça. La relation avec soi, c'est aussi ça. J'identifie un problème, une difficulté.
ok, quelles sont les solutions que j'ai et qu'est-ce que je mets en place pour atteindre le problème résolu. Et ça permet de retrouver un peu de bonheur et de bien-être, des petits moments de plaisir, des petits moments de satisfaction qui, cumulés les uns avec les autres, font que, à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'un mois, à l'échelle d'une année, on se dit, ok, ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, les personnes que j'ai rencontrées, les activités que j'ai eues m'ont nourri, m'ont fait me sentir bien, et ça n'a pas toujours été facile. Voilà un petit peu ma vision des choses. Je m'étais noté de dire quelles sont mes activités, quand même, parce qu'il y en a qui ne savent pas, il y en a qui ne me connaissent pas, il y en a peut-être qui tomberont sur cet épisode en ne me connaissant pas. Donc, quelles sont mes activités ? Elles sont le fruit de toute mon histoire de vie, je pense, et c'est aussi pour ça qu'elles font sens avec ce podcast et avec tout le reste. C'est un petit peu l'histoire de ma vie, c'est de mettre du sens dans tout ce que je fais et dans les personnes que je rencontre et dans ce que je mets dans ma vie, dans ce que j'accepte de faire, de ce que je refuse de faire. C'est de mettre du sens, globalement. Et mes activités, du coup, se déclinent en 2 parts, mais qui sont tellement liées. Tout est lié. Bon, je vais essayer d'être claire. Mon talent, c'est les mots. Mon talent, je le sais, c'est l'impact de mes mots. Ça peut être l'impact de mes silences, ça peut être l'impact de ce que je dis et de ce que je ne dis pas. Donc il y a différentes activités que j'ai à mon arc. Certaines sont sources de revenus, d'autres non, mais toutes font sens. Il y a ce podcast qui ne me fait pas gagner d'argent, mais qui me permet de me faire du bien, en vrai. Peut-être d'aider des personnes qui écoutent et qui regarderont, j'espère maintenant, à présent. Et sans l'imaginer, lorsque je l'ai créé, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, sans imaginer une seconde la portée qu'il aurait et ce que ça m'apporterait, je me rends compte aujourd'hui que je fais déjà quelque part de la thérapie avec mes mots par ce podcast depuis 6 ans. C'est quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas très longtemps, qui m'a dit, mais en fait, puisque je me lance aussi comme thérapeute, il m'a dit, mais en fait, tu fais déjà de la thérapie depuis 6 ans. Quand on vient sur ton podcast et qu'on parle pendant 1 heure, 2 heures avec toi, tu offres un espace de parole, tu regardes la personne, tu l'écoutes, tu lui donnes une sécurité qu'elle n'a peut-être pas ailleurs, une bienveillance, un non-jugement. Il n'y a pas de vrai ou de faux. À chaque fois, dans les idées que je défends sur le podcast, ça fait suite à aussi mes prises de conscience personnelles. Et du coup, probablement, si j'écoute un épisode qui date d'il y a 6 mois, 1 an, je me dirais, en fait, maintenant, j'ai beaucoup évolué, je suis plus trop d'accord avec ça. Mais c'est pas grave. À cette époque-là, c'était juste dans ce moment-là, pour moi et pour la personne qui a parlé à ce moment-là. Et c'est ça qui compte, en fait. Donc, sans le savoir, en fait, je fais déjà de la thérapie depuis 6 ans. Ok, bon. Avec ce podcast, j'essaye déjà d'avoir de l'impact. Oui, pour ceux qui écoutent, mais surtout d'abord pour moi. Vraiment. Je le fais pour moi aussi. Et là, si j'enregistre aujourd'hui, je sais que cet épisode, il va me faire du bien, en fait, de dire tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et sans l'imaginer aussi, ça m'a offert une visibilité qui m'apporte aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, mais je l'avais pas anticipé, ça. Il y a 6 ans, je m'étais pas dit, attends, dans 6 ans, peut-être que tu voudras être à ton compte, t'auras de la visibilité grâce à ce podcast, vas-y, fais-le. Pas du tout. Donc comme quoi, parfois, on suit son cœur, on ose faire des choses et on sait pas trop pourquoi. On se rend compte des années après qu'en fait, ah mais ouais, en fait, j'ai bien fait. Donc il y a ce podcast. Et puis, les mots par l'impact écrit. Parce que moi, mon talent, c'est aussi d'écrire. J'adore écrire depuis toujours. J'adore écrire, mais j'ai mes secteurs de prédilection. J'aime beaucoup écrire sur des sujets liés à la santé, à la nutrition, à la psychologie, à la santé mentale et à tout ce qui a trait finalement à la sphère de l'intime et donc à la sexualité. Parce que tout ce qui relève de la santé au global, je mets l'étiquette santé, une grosse bulle dans laquelle on met en fait tout plein de choses qui relèvent donc de la sphère intime. On ne peut pas dire n'importe quoi sur ces sujets-là. Et sur Internet, surtout aujourd'hui parce que les contenus sont majoritairement sur Internet ou sur les réseaux sociaux,
il y a des contenus qui sont de très mauvaise qualité, qui ne mettent pas de nuances, qui sont culpabilisants, qui manquent d'humain, qui manquent d'authenticité, qui manquent de clarté, qui manquent de définition et qui manquent d'impact. Et donc, ce que j'aime beaucoup faire et ce que j'ai décidé de développer comme activité, et finalement, ça me plaît encore plus que je l'affirme, c'est d'accompagner des marques, des entreprises ou des médias qui sont sur ces secteurs-là, santé, nutrition, sexualité, bien-être, et de trouver les mots justes pour toucher les lecteurs qu'elles ont envie de toucher. Les lecteurs, ça peut être des consommateurs, ça peut être d'autres clients qui sont des clients, comme on dit, B2B, donc B2C, B2B, pour ceux qui connaissent, voilà. Et donc, par exemple, j'accompagne des marques de ce secteur-là pour trouver les bons mots qui sont alignés avec leur personne et avec les émotions qu'elles ont envie de transmettre et l'image qu'elles ont envie de véhiculer auprès de leurs clients ou des lecteurs. Et donc, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir mettre cette énergie et mes compétences sur ces domaines-là dans des projets en lesquels je crois, dans des marques en lesquelles je crois, dans des marques qui ont les mêmes valeurs que moi, et donc dans des humains aussi derrière, dans des projets qui ont ces mêmes valeurs-là, et où, quand je discute avec ces personnes-là de nos projets futurs communs, ça vibre, ça fait sens, parce que je sens que je suis regardée en tant qu'humaine, et aussi en tant que professionnelle. Et c'est là où je dis que tout est lié, c'est que pour moi, on ne peut pas détacher le professionnel de l'humain qu'il y a derrière, de son histoire, puisque nous sommes pas juste une personne à un instant T qui a telle compétence et qui a tel CV, on est aussi le résultat de toute une histoire personnelle, de tout un tas de choses, de toute une personnalité qui font que, à la fin, on a des compétences que la marque, l'entreprise, la personne en face attend, apprécie. Donc ça, c'est une de mes activités. Une de mes activités qui est liée et qui fait partie du même package, on va dire, c'est d'accompagner des personnes pour prendre la parole de manière cohérente et alignée avec ce qu'elles ont envie de véhiculer sur LinkedIn notamment, puisque c'est un réseau social que j'exploite peu personnellement parce que je n'ai pas le temps, vous vous doutez bien, mais qui est intéressant et que je regarde avec parfois un œil un peu oh là là, parce que sur LinkedIn il y a tellement de choses à redire, mais ça mériterait un épisode entier d'ego mal placé, de contenus aussi qui sont très culpabilisants sur l'entrepreneuriat, comme si c'était facile. Alors non, vu mon état là de fatigue, non, ce n'est pas facile. Alors je suis très heureuse d'être à mon compte, mais ce n'est pas facile. Mais ça fera l'objet d'un autre point. Il faut que je reprenne mes notes. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que en tout cas, il n'est pas possible de détacher la compétence professionnelle de l'humain qu'il y a derrière. Donc voilà, il y a toute cette activité-là de l'impact par les mots. Et donc ça aide la rédaction SEO, donc optimisée pour le référencement. C'est du copywriting sur LinkedIn pour prendre la parole et trouver les mots justes pour une personne qui a envie de véhiculer des messages ou des idées et qui a envie de toucher du coup des personnes sur ce réseau social-là pour effectivement sa réussite professionnelle potentiellement. Et je suis encore aux prémices de tout ce que je découvre sur tout ça, mais j'ai l'impression d'apprendre de nouvelles choses tous les jours et je me dis mais je suis curieuse de où j'en serai dans 1 an. Donc on verra dans 1 an, peut-être je ferai un autre bilan entrepreneurial. Donc là, voilà, il y a cette activité-là auprès de ces marques-là dans le secteur de la santé, nutrition, sexualité, etc. Et il y a aussi, donc je vous passe le détail de mon CV qui fait que pourquoi je suis arrivée là, etc. Parce qu'on en aurait encore pour 10 ans. Et il y a l'autre activité que je voulais déjà développer depuis quelques mois, qui est dans le soin de l'autre. Le soin de l'autre d'un point de vue psychologique. Parce que quand je reçois quelqu'un sur le podcast et que je l'écoute parler et que je pose des questions à certains moments, c'est toujours très naturel, c'est jamais calculé, c'est jamais par anticipation de ce qui va, ce que j'attends qu'il réponde. C'est aussi parfois sans le vouloir pour challenger la personne qui est en face de moi et mettre le doigt sur des, comment dire,
des nuances, des mots qu'elle a employés vis-à-vis d'elle-même qui font tilt dans ma tête, qui me disent tiens, c'est intéressant. Pourquoi tu dis ça comme ça? Alors c'est aussi probablement parce que j'ai entamé moi un travail personnel, psychologique, tout ce qu'on veut depuis plus de 12 ans, qui fait que j'ai cette sensibilité-là et qui me fait tellement de bien quand je reçois des personnes et que je parle avec elles parce que j'ai sincèrement envie de les aider, que je me suis dit mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire aussi. J'ai envie d'accompagner des personnes à développer leur plein potentiel parce que je suis convaincue que nous sommes essentiellement tous bons. Et je sais que ça va déplaire à certaines personnes qui aiment bien mettre les gens dans des cases et qui aiment bien voir tout noir ou tout blanc et qui n'aiment pas la nuance. Pour moi, nous sommes fondamentalement tous des humains bons. Nous avons juste eu un enchaînement de situations, un vécu. On a mis des couches protectrices, on a mis plein de petites protections, de couches d'oignons pour ne pas souffrir, pour éviter des douleurs que l'on ne voudrait pas ressentir, pour éviter de faire face à certaines choses et pour éviter de faire face à l'inconfort. C'est pourtant dans l'inconfort que l'on devient plus fort. Une phrase que j'ai entendue quand je faisais une séance de sport et elle m'est restée. Et donc, quand je vois ce qu'il est possible d'atteindre comme état, c'est-à-dire personnel, relationnel, professionnel, quand on fait ce travail-là de retirer toutes les couches et les travailler, j'ai envie d'apporter ça à d'autres personnes. Et c'est hyper challengeant parce que ça me demande de me sentir légitime pour aider. Et c'est là où je vais en venir sur le lien avec les insécurités que l'entrepreneuriat soulève. En faisant ce choix d'accompagner des personnes à titre individuel, je me suis confrontée à une armée de questions, évidemment. Là, cet épisode, je vais pas aller dans les détails de tous les problèmes que j'ai eu à résoudre, même les plus pratico-pratiques, de quelle certification je fais, de quel diplôme je passe, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de tel diplôme français pour avoir l'étiquette franco-française qui te dit ça y est, tu es légitime à accompagner des gens? Autre sujet. Donc voilà, en fait, je suis tous les jours en train d'hésiter entre ce qu'il faudrait faire, ce que les gens disent qu'il faut faire, ce que mon cœur me dit de faire. Et du coup, c'est une espèce de discussion intérieure permanente qui contribue à ma fatigue aussi. Voilà. Donc cette deuxième activité d'accompagnante, j'ai cherché aussi plein de fois les termes. C'est quoi mon slogan? C'est quoi j'y pense tous les jours, j'y pense toutes les nuits. Je suis en train de faire mon site internet à l'heure où je parle. Et autant j'adore accompagner les gens pour trouver les mots justes, autant trouver les bons mots pour soi, qui font sens avec soi, mais qui seront compris par les autres. Mais quelle galère! Quelle galère! Ce qui est resté, en tout cas, c'est que il y a d'une part mon activité, les mots pour semer des graines et générer de l'impact, et les mots pour s'aimer, avec le S entre parenthèses, parce que je pense que quand on fait ce travail-là personnel, on apprend d'abord à mieux s'aimer soi, et ça permet de mieux aimer l'autre, et de mieux aimer la vie, et de mieux aimer en général. Pourquoi le mot aimer? Parce que aussi, dans mes activités et dans mon quotidien, je mets de l'amour partout. Je mets de l'amour dans l'énergie que je mets, à la conscience que je mets dans ce que je fais, dans le travail que je fais, dans le sens que je mets dans le travail, etc. En fait, tout fait sens. J'ai l'impression que je parle beaucoup de moi, mais en même temps, j'ai fait cet épisode aussi pour aider d'autres personnes. Mais je suis obligée de parler de ce que je sais et de ce qui me concerne pour que ça fasse sens aussi, je pense. Et donc, j'ai longtemps cherché. Je dirais que je suis, voilà, d'une part, je sème des graines par mes écrits, par mes mots, par ma voix, dans mes accompagnements aussi, puisque j'ai commencé des accompagnements avec des femmes et des hommes. J'aime à dire que je suis accompagnante de l'humain. Alors, il y a une raison simple à cette expression, c'est qu'elle est très vraie, déjà. J'accompagne l'humain dans sa globalité. J'ai plusieurs méthodes, j'ai plusieurs outils. Je pourrais les détailler, mais ça sera à retrouver sur mon site quand il sera en ligne.
Et puis les personnes n'ont pas forcément besoin de savoir exactement ce que j'utilise quand elles sont en accompagnement avec moi en séance. Pas forcément besoin de savoir qu'est-ce que je fais à quel moment. Ce qui compte, c'est qu'il y ait du résultat et de l'impact. Pourquoi accompagnant de l'humain aussi? Parce que d'un point de vue juridique, malheureusement, on est sur un secteur qui connaît son lot de déviance. On est sur un secteur qui est sensible et qui touche à la santé mentale, santé psychologique, santé ce que vous voulez, tout est lié de toute manière, mais qui du coup suppose d'utiliser les bons termes. Moi qui ai fait du droit et qui suis très attachée à la justice et au respect des règles, il est vrai que d'un point de vue juridique, je n'ai pas le droit de dire que ce que je fais, c'est du médicament. Je ne soigne pas des maladies. Je n'aurais pas l'audace de dire que je soigne des maladies. Et je n'ai pas très envie de me faire étiqueter ou épingler par la DGCCRF ou par l'ordre des médecins qui viendraient me dire « Mademoiselle, vous êtes une déviance. » Voilà. Donc, je préfère protéger aussi mes arrières et je ne vais pas dire que que j'ai un outil psychothérapeutique puisque à l'heure actuelle, je ne suis pas psychothérapeute puisque c'est encore un terme qui est encadré par la loi. Donc voilà, quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, quand on prend la parole à l'écrit, on est aussi obligé de faire d'autant plus attention à toutes ces questions de loi. Et ça contribue à la fatigue, je boucle la boucle, ce qui fait qu'on pense à beaucoup de choses tout le temps, tous les jours, parce qu'on est obligé aussi, dans l'entrepreneuriat, de se rappeler que les choix que l'on fait, les mots qu'on utilise et les décisions que l'on prend chaque jour ont un impact instantané ou à moyen long terme. Donc ça demande quand même de beaucoup cogiter. Et là, vous avez tous ceux qui avaient envie d'être entrepreneurs pour se dire « Ah, la galère, franchement, ça fait pas rêver son truc. » Hein. Ouais, juste d'accord. Mais en vrai, quand même, c'est pas mal. Ok. Next sujet, je sors mes petites pages. Donc, partie insécurité. Parce que j'en ai parlé au début de l'épisode, je faisais le lien entre la relation amoureuse et l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que souvent, normalement, une relation amoureuse, ça commence par la phase lune de miel, où tout va bien, tout est beau, tout est rose, tout est facile, parce qu'on apprend à se découvrir. Et puis, au fur et à mesure que la personne retire ses masques, si elle ne l'a pas fait dès le départ, on voit des trucs en remontée. Et en général, c'est là où ça peut mettre en difficulté l'autre ou sa propre personne, parce que le rapprochement émotionnel, plein de choses, plein de situations, c'est des choses que je vois en séance d'ailleurs, ça c'est très drôle, font émerger des insécurités. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de s'attacher, et donc du coup, si on s'attache et que l'autre part, du coup on est tout seul, etc. Bref. Et donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une relation amoureuse parce que ça te fait péter à la figure toutes tes insécurités. Tout le temps. Et très vite. Plus vite, parce que d'ailleurs, je pense que la lune de miel de l'entrepreneur, elle n'existe pas. Parce qu'au départ, en général, c'est quand même assez intense dès le départ. Donc, je dirais que la lune de miel de l'entrepreneuriat, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vécu, cette lune de miel, ou si elle vient après, peut-être. Mais pour l'instant, c'est plutôt les insécurités en premier. Les insécurités, pour ma part, c'était, et c'est toute l'histoire de ma vie, et c'est toute l'histoire en plus, d'oser à chaque fois prendre la parole sur ce podcast, alors que de base, l'une de mes plus grosses insécurités et de mes plus grandes difficultés et plus gros challenges de toute ma vie, c'était de prendre ma place dans ce monde sans honte, de ne plus avoir peur d'être jugée, de ne plus avoir peur d'être abandonnée, rejetée, pas aimée, pas appréciée. Et on doit se dire, mais la meuf, elle est quand même un peu maso parce que elle continue à poster des trucs sur Instagram où elle se montre, pour ceux qui savent, dans sa plus grande vulnérabilité. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, d'un point de vue extérieur, on peut se dire, elle étale sa vie ou quoi, alors que franchement, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est 5%. Donc voilà, déjà, de remettre la pendule à l'heure. Mais quand même, le peu que je montre, je suis toujours très sincère, très authentique.
Et donc, je prends le risque à chaque fois que mon contenu ne soit pas apprécié et donc que je me sente invalidée et par effet de ricochet, non aimée, non reconnue, etc. Et du coup, c'est là où je dis que tout ce que je fais, toutes mes activités sont à la fois alignées et à la fois m'aident à aller mieux moi, parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et quand on se lance, même si demain vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, on va forcément juger la valeur de votre travail ou de ce que vous produisez, mais ça veut pas pour autant dire que vous êtes humainement moins bon. Ça n'a rien à voir avec votre valeur humaine et personnelle. Sauf que forcément, quand je me suis retrouvée face à devoir rendre des choses et où quelqu'un m'a payé pour ça, je peux pas me cacher derrière un contrat de travail où l'argent tombe tous les mois de manière régulière et fixe et qui, même si pendant un mois je me la suis coulée douce parce que j'étais pas trop de bonne humeur ou un peu fatiguée, ton salaire il tombe, on va pas te renvoyer demain matin. Là, l'entrepreneuriat fait que si un jour ton travail c'est de la merde et que quelqu'un en plus a cru en toi et a investi pour toi, c'est moins facile à assumer. Donc, cette peur que mon travail ne soit pas apprécié, ça c'est une peur que j'ai et qui commence à se calmer parce que effectivement les clients avec qui je travaille me remercient et me félicitent pour le travail que je leur apporte. Mais n'empêche que ça a réveillé ces peurs-là et du coup, la boule au ventre, le stress, les premières présentations et avant même ça, quel est le prix que je mets face à mes services? Oui, mais je viens de commencer, du coup quand même, oui. Bon, c'est vrai, j'ai pas 20 ans d'expérience. Oui, mais est-ce que ce qui compte, c'est la durée pendant laquelle j'ai fait des essais? Est-ce que c'est les résultats que j'ai déjà obtenus? Est-ce que c'est... Voilà, il y a toutes ces questions-là, et au moment où on dit, voilà mon prix. Mais quel stress! Là, je le dis, c'est stressant, pour moi en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui n'ont aucune difficulté à dire, boum, c'est temps. Donc là, voilà, une des insécurités que j'ai eu à laquelle j'ai eu à faire face. L'autre insécurité, évidemment, et ça fait lien, c'est d'être jugé sur ce que je fais, bien sûr. Pour autant, j'étais obligée de résoudre ces insécurités-là parce que si je les résolvais pas, j'avançais pas. Typiquement. Il y a aussi la question de la confiance en soi. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour affirmer avec certitude ou donner des conseils aux entreprises, marques, etc., vous remplacez par ce que vous voulez, sur quelque chose sur lequel je pense avoir une compétence et sur lequel je pense avoir une solution pour ces personnes, ou parfois je me disais, mais elles le savent, c'est évident. Et quand en fait je leur disais des choses et qu'on me disait, ah mais c'est une trop bonne idée, on n'avait pas pensé à ça, merci, etc. Ah ouais, mais en fait, oui, ce que vous savez vous, parce que vous avez l'habitude depuis 5-10 ans, il y a des gens en fait, ils ne le savent pas. Pour eux, c'est pas évident en fait. Et il y a des gens qui sont prêts à croire en vous et à investir pour vous, pour justement avoir des réponses auxquelles avoir des réponses qu'ils n'ont pas. Donc, autre difficulté. Il y a eu évidemment l'insécurité centrale, c'est la peur du manque. Moi, j'ai vécu avec assez peu d'argent quand j'étais adolescente et enfant, où on calculait, on comptait chaque centime, etc. J'ai pas eu cette habitude à lâcher de l'argent, à lâcher de l'argent sans compter. Et donc, mes achats sont assez réfléchis de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça fait sens avec ce en quoi je crois? Voilà, je suis pas très matérialiste de base, donc ça va. Mais n'empêche que, arrivé à un certain âge, on a envie de plus de confort et on se dit que la vie, elle est quand même plus cool quand on a un peu plus d'argent. Parce qu'on est quand même dans une société, il faut le dire, qui tourne avec de l'argent, hein, quand même, principalement. Et donc, l'entrepreneuriat te met face à cette peur du manque parce que tu n'as pas de salaire fixe qui est censé tomber. Tu vis sur du prévisionnel, de l'anticipation, du potentiel, là, j'ai signé ce client, donc je sais que ça va rentrer à telle date. Mais est-ce que je dois déjà démarcher d'autres personnes ou pas? Ou est-ce que je dois faire confiance aussi au fait qu'il me faut du temps pour me reposer après cette mission-là et que du coup,
Si je veux pas éclater en vol, il faut que je me repose. Oui, mais il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui tombe à un moment donné. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont là et qu'il faut régler. Je vais pas détailler tout parce que ça pourrait demander un épisode encore entier de comment je m'y suis pris. Si d'ailleurs c'est des sujets ou des petites thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, loin de là. J'ai ma vision des choses et puis après chacun prend ce qui est juste pour lui. En tout cas, c'était une des insécurités à laquelle j'ai dû faire face. Et pourtant, et je vais le dire de manière honnête, et je vais le dire de manière honnête et la plus sincère possible, je pense que les questions d'argent peuvent se résoudre en partie par un changement dans l'énergie que l'on cultive vis-à-vis de soi-même. Et je vais mettre beaucoup de pincettes parce que je sais que ça peut être mal interprété et que ça peut être mal pris, mal perçu, ou qu'on va m'attaquer de tu fais partie de ces entrepreneurs qui disent qu'il y a que le mindset qui compte. Pas du tout. Je pense qu'il y a c'est multifactoriel la réussite de quelqu'un et je touche du bois, mais pour l'instant ça se passe bien pour moi. Aussi parce que j'ai fait ce travail, je pense, personnel, d'énergie vis-à-vis de moi-même, je dirais, qui date maintenant d'il y a 1 an et qui s'est fait progressivement et qui continue, de quelle est l'énergie que je cultive vis-à-vis de moi-même, à titre personnel, dans mes relations et donc aussi professionnelles, et qui fait que je suis prête à recevoir et que je pense que je mérite de recevoir cet argent. Et il suffit pas de le penser pour vraiment l'incarner physiquement. Il y a vraiment une différence entre je veux, je sais que je mérite, et je ressens que je mérite. 2 choses complètement différentes. Et c'est aussi lié à la confiance en soi. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas confiance en soi, si l'on ne s'estime pas suffisamment pour mettre en place au quotidien des choses qui nous nourrissent de manière très égoïste entre guillemets, si on ne met pas en place des choses tous les jours pour aller bien soi, comment est-ce qu'on peut attendre que d'autres personnes aient envie de le faire ? Et c'est là où je fais le lien avec les relations. C'est-à-dire que si on ne se donne pas de l'amour de manière inconditionnelle, d'abord vis-à-vis de soi-même, comment est-ce qu'on peut demander à d'autres personnes de nous aimer ? Déjà, ça ne se demande pas. C'est un autre sujet. Et donc, le lien avec l'entrepreneuriat et le monde professionnel, comment est-ce qu'on peut exiger que des prospects nous répondent, que des personnes ou des entreprises aient envie de signer un chèque pour nos compétences, si nous, chaque jour au quotidien, on ne met rien en place qui cultive cette confiance en soi, cette confiance en ses compétences, cette estime de soi. Si tous les jours on ne prend pas soin de soi, on ne se respecte pas, on dit oui alors qu'on a envie de dire non, si tous les jours on se laisse abuser par des personnes ou par des situations et que l'on est ses propres auto-saboteurs, j'ai envie de dire, dans notre vie personnelle, le monde autour répond aussi à ces choses-là, en fait. Et ça peut paraître simpliste ou réductionniste parce que évidemment, il y a d'autres facteurs qui entrent en cause, en question, en jeu. Il y a des questions économiques, il y a des questions de temps, il y a des questions de compétences, hein, évidemment. Au bout d'un moment, si on fait un travail pourri, on peut pas non plus. On a beau développer toutes les phrases positives, à un moment donné, la réalité a des limites. Mais en tout cas, je pense que c'est une part importante de la réalité. Et comme j'ai fait et je continue de faire tout ce travail personnel de confiance en moi, de mettre mes limites, de suivre mes désirs profonds et de continuer à apprendre évidemment tous les jours, autour de moi, les synchronicités, CF début de l'épisode, et les bonnes rencontres continuent de se faire, mais les unes après les autres, et de plus en plus, vraiment, je continue de cultiver ce truc de à quel moment l'univers il se dit
il m'envoie vraiment des messages. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, ça me tombe dessus, c'est incroyable. C'est pas possible que ça me tombe aujourd'hui dessus avec ce que j'ai appris ou développé depuis quelques jours, en moi. Mais en fait, non, il n'y a pas de hasard. En fait, c'est le résultat de tout ça. Et donc, d'ailleurs, il y a des prochains épisodes de personnes que j'ai rencontrées qui sont ces synchronicités-là où je me dis, mais je rencontre une personne pareille à ce moment-là, c'est marrant quand même. La vie est marrante. Donc voilà, gros travail sur les insécurités. Donc j'ai mis en place plein de choses pour continuer de travailler sur ces insécurités-là. Et il faut être prêt à faire face à ces insécurités-là, je pense. J'ai déjà parlé pendant 1 heure. Il me reste 1 heure. On est bien. Donc, maintenant que j'ai parlé des insécurités, je vais faire un autre parallèle avec les polarités. Les polarités, c'est un sujet que je creuse depuis quelques mois, notamment grâce à Pierre, avec qui j'ai lancé un autre podcast qui s'appelle Les mots, c'est bien beau, sur lesquels on aborde des questions beaucoup plus liées aux relations amoureuses. Mais comme tout est lié, ça fait écho à tout. Et où on parle des polarités féminines, masculines. Sur mon compte Instagram, Marie_Arnoux2_, j'ai publié plusieurs carousels autour des polarités qui étaient là pour poser les bases de ces notions, parce que c'est très complexe, que ça nécessite de la nuance, parce qu'en France, on a encore peu de contenu autour de ces sujets-là, et je n'ai pas envie qu'il y ait de mauvaise compréhension ou que ça soit facilement critiquable. Donc j'essaie de trouver les mots les plus justes et qui ne soient pas mal interprétés. Il y a plus d'auteurs outre-Atlantique sur les questions des polarités féminines et masculines. Mais si je devais faire simple, on a des deux en nous. En médecine chinoise, on parle de yang et de yin. On retrouve ces notions dans la médecine indienne, enfin traditionnelle, dans le tantra avec Shiva et Shakti. Shiva étant la représentation du masculin et Shakti la représentation du féminin. On a ces deux énergies qui cohabitent en nous dans des parts et des proportions différentes. Et ce, quel que soit notre genre et notre orientation sexuelle. Point. Une fois les bases posées, il y a pour chacune des polarités des caractéristiques qui sont propres. C'est en faisant un énorme travail sur les polarités, les miennes, et en ayant une meilleure compréhension de ce qui se déroule dans le quotidien avec ces énergies-là, dans mes relations, dans les interactions, et aussi dans mes relations professionnelles, que j'ai pu, au choix, soit voir des choses qui n'étaient pas résolues de l'ordre de l'enfance, des traumas, etc., des miens, ou ceux des autres, et que j'ai pu travailler sur moi pour qu'est-ce que je mets en place au quotidien pour que ces caractéristiques-là passent dans un pan plus mature. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite CF, mon compte Instagram sur lequel il y a des carousels dédiés, parce que là, c'est pas le propos de cet épisode, mais je vais quand même en parler là parce que je fais un lien avec l'entrepreneuriat, avec le capitalisme et avec cette société de la productivité, parce que l'énergie masculine est une énergie, en tout cas les caractéristiques de l'énergie masculine sont dominantes dans la vie actuelle, à savoir produire, la performance, le challenge, avoir des to-do list, cocher des objectifs, avoir une direction assez claire. Tout ça, c'est des caractéristiques qui sont propres au masculin. Et c'est des choses que j'avais en moi de manière très, voire trop présente, mais surtout vis-à-vis de moi-même. D'être tout le temps dans cette exigence vis-à-vis de moi-même, de pas de perfection, mais de pas le droit à l'erreur, d'être. Donc ça, c'est plutôt du côté masculin pas sain, du coup, d'être hyper dans le il faut, de je m'accroche, de je suis rigoureuse, de je vais plus vite, je cours vite, je suis dans l'urgence. Et pour ceux qui me connaissent, à titre personnel, j'ai des grosses journées, pas forcément dans le sens où je vois beaucoup de monde, mais c'est juste que je fais beaucoup de choses et de manière générale, je suis très active. Je fais beaucoup de sport, j'ai beaucoup d'idées à la seconde.
c'est comme ça, on se refait pas. J'aime apprendre, j'aime lire, j'aime challenger ce que je sais déjà. J'aime discuter, j'aime faire plein de choses, j'aime voir plein de choses et globalement, je suis très active. Donc, je suis beaucoup dans le faire. En faisant ce travail sur ces polarités, je me suis aussi rendu compte que il fallait que j'apprenne à me reconnecter à l'énergie féminine et qui est l'énergie de plus d'être dans la réceptivité, dans le lâcher prise, dans l'intuition, dans l'écoute du corps et des sensations et dans l'instant. Ce n'est pas parce que l'on est une femme que l'on doit supprimer son énergie masculine, au contraire, et inversement égal pour les hommes. Pour autant, on est dans une société qui pousse quand même à la performance, à la productivité, aux résultats et à gagner plus d'argent. En gros, comme étant des résultats finaux, des trucs à accomplir, des trucs à produire. Et dans l'entrepreneuriat, il y a aussi beaucoup de contenu hyper culpabilisant et hyper prenant sur les réseaux sociaux qui nous vendent des formations, des e-books, inscrivez-vous à ma newsletter et vous saurez tout sur les secrets, les tips, les machins, les solutions. Bref, des solutions à des problèmes que les gens peuvent avoir. Souvent, tous ces contenus, il y en a une partie qui sont gratuits et puis il y en a une partie où il faut payer. Et la tendance, je pense que beaucoup d'entrepreneurs pourraient avoir, ou la réaction que beaucoup pourraient avoir, ou l'envie que l'on pourrait avoir, ça serait « Ok, d'autres personnes savent mieux que moi, donc je vais payer des personnes ou des formations ou des e-books ou des machins pour avoir des réponses toutes faites et toutes pondues sur un plateau. » Sauf que tous ces trucs-là qui m'attiraient dans le sens où je me disais « Ah là, il faut aussi que je regarde encore cette masterclass, il faut que je regarde ce truc-là. » Déjà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et il y avait une part de moi qui résistait et qui sentait que mais non, en fait, non, déjà c'est hyper agressif comme marketing, c'est un truc que je ne tolère pas. Quand on essaie de me forcer à acheter quelque chose, quand on essaie de me forcer à faire quelque chose tout court déjà, de manière générale, ça me saoule. Mais ça contribue, tout cet écosystème-là contribue à nous donner comme idée qu'il faut faire plus de chiffres, qu'il faut travailler plus, qu'il faut additionner des sommes d'actions qui sont telles et telles et telles, qui sont pas autrement, pour atteindre un résultat vendu par la société comme étant le résultat que tout le monde veut. Voilà. Sauf que tout ça, c'est de l'énergie masculine et que on ne peut pas, en tant qu'humain et d'autant plus en tant que femme d'essence primaire féminine, être dans cette énergie-là, du faire, du produire, sans se sentir submergé, mal ou en burn-out à un moment donné ou un autre. Et c'est d'autant plus vrai aussi, je pense, pour toutes les personnes qui sont très connectées à leur sensibilité ou à leur intuition. Je pense qu'on est tous très sensibles, c'est juste que beaucoup de gens ont mis des couches par-dessus pour pas le sentir. Autre sujet, mais c'est un sujet aussi. Et donc, cet écosystème lié de près ou de loin à l'entrepreneuriat, à la performance, au résultat, nous vend des méthodes et des solutions tout en un pour atteindre des résultats. Sauf que ça marche pas comme ça dans la réalité. Et en plus de ça, ça ne nous rend pas autonomes. Parce que déjà, ce qui a marché pour une personne ne marchera pas forcément pour toi. Et en plus de ça, ça ne t'apprend pas à trouver la solution par toi-même. Et il y a une phrase que j'ai lue il y a pas longtemps, que j'ai trouvée très vraie, qui disait tous les sorts du développement personnel, c'est bien sur un certain plan parce que ça fait se poser des questions aux gens sur leur mindset, leurs habitudes de vie, etc. Mais ça leur donne des solutions toutes faites. Et c'est comme si on te donnait le poisson, mais qu'on t'apprenait pas à pêcher. J'ai trouvé la phrase très drôle et très vraie. C'est-à-dire que on va te dire, par exemple, je prends les exemples des influenceurs LinkedIn qui te pondent des posts tous les matins en mode voici ma morning routine idéale qui fait que j'arrive à relever tous les challenges toute la journée. Encore une fois, du produire à fond.
Du genre, je fais la méthode Wim Hof, là, je me mets dans de l'eau glacée tous les matins, je cours pendant 3 heures d'affilée, je mange pas de sucre raffiné et j'ai arrêté le lactose. Résultat, je suis super performant. Ok. Et tu vas avoir toute une armée de moutons qui vont suivre et qui vont dire il a fait, ça a marché, je vais faire pareil, mais qui se posent pas la question de qu'est-ce qui est juste pour moi dans mon corps aujourd'hui, dans cet instant, avec le contexte dans lequel je suis et dans lequel je vis, et qui va faire que je vais me sentir mieux. Et il y a des personnes qui effectivement ne se posent pas ces questions-là et qui vont appliquer des conseils, des méthodes qu'ils ont lues ou dans une formation qu'ils ont achetée, sans déjà avoir cherché la solution par soi-même, ce qui était juste pour eux, ce qui leur faisait vraiment du bien, qui répondait à leurs valeurs et à leur authenticité et à toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que ça, c'est un des conseils que je donnerais. Ne partez pas du principe qu'il existe des solutions toutes faites. C'est pas vrai. C'est juste qu'on se relève les manches et on se dit, OK, comment je peux faire? Qu'est-ce que j'essaye? Qu'est-ce que je tente par moi-même, etc. Et d'ailleurs, moi, j'ai pris un accompagnement avec une coach en business qui avait pour objectif, cet accompagnement, de m'aider à y voir plus clair dans mon entrepreneuriat, de prendre un meilleur rythme. J'avais des objectifs qui étaient propres à ma personne, qui étaient notamment de être autonome pour me tarifer, mieux m'organiser. Parce que alors, quand tu as plusieurs clients, plusieurs sujets, ta vie perso, des formations que tu dois faire ou que tu veux faire et juste ta vie sociale, en fait, à un moment donné, t'es obligé d'apprendre à t'organiser, à compartimenter, à voir comment tu peux mieux gérer tes journées ou tes horaires pour que tu éclates pas en vol, en fait. Donc, j'avais plein d'objectifs avec cette coach-là. Et avant de commencer, je pensais sincèrement qu'elle allait me donner des solutions. Et à mi-parcours, donc on se voyait une fois par semaine, j'étais super frustrée parce que je me disais, mais en fait, j'ai pas la réponse. Je sais toujours pas combien je dois demander à mes clients. Et au départ, j'avais une certaine forme de frustration parce que j'estimais que c'était son rôle. Et lors de notre dernière séance, elle m'a demandé de faire un bilan un peu de notre accompagnement, de mon accompagnement avec elle, on va dire, ou de son accompagnement avec moi. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit, à mi-parcours, franchement, tu m'aurais posé la même question, je te dis, je suis frustrée en fait. Genre, j'ai l'impression de mouliner. Et même aujourd'hui encore, je mouline encore tous les jours. Mais, avec le recul, je lui dis, oui, on a réussi, j'ai réussi, tu as réussi. Parce que tu ne m'as pas donné le poisson dans le bec. Par contre, tu m'as appris à pêcher toute seule. Par la force des choses, j'ai appris à pêcher toute seule. C'est-à-dire que j'ai appris qu'il n'y a pas de solution toute faite et que c'est à moi de les trouver. Et ça, je pense que c'est l'une des réalités de l'entrepreneuriat. C'est que si on n'est pas prêt à ça, si on pense que tout nous tombe dans le bec et que c'est facile et que être freelance, c'est juste aller travailler d'où on veut quand on veut, mais vous vous mettez un doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. C'est dur, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et ça, j'ai envie de déconstruire l'idée qu'on se fait de l'entrepreneuriat, de c'est facile. C'est pas facile, c'est pas tant que c'est plus d'heures de travail. Alors peut-être pour certains oui, pour d'autres non. Mais c'est surtout beaucoup plus de ça en fait, de trouver des solutions, d'être autonome et d'avoir cette maturité émotionnelle qui fait qu'on arrive à être suffisamment à l'écoute de soi pour pas éclater en vol. Et je reviens sur le plan des polarités, c'est que dans une société qui tourne à l'énergie masculine et qui rend clairement tout le monde malade, parce que c'est une question d'équilibre dans la vie, eh bien, j'avais d'autant plus l'urgence, notez le paradoxe, mais j'avais d'autant plus l'urgence de ralentir si je voulais pouvoir tenir. Pourquoi ? Parce que je suis aussi dans un métier qui demande de la créativité. Beaucoup de créativité. Et la créativité, on l'a, ou en tout cas je l'ai, quand je suis suffisamment calme, sereine, connectée à mon corps, consciente de tout ce qui se passe, pas trop connectée aux réseaux sociaux ou aux écrans, quand je suis sur mes carnets, quand je rêve, quand je vais au sport, quand je me balade, quand je prends soin de moi, j'ai des pics de créativité pour mes clients dans un autre sujet ou des pics de créativité tout simplement pour mes contenus sur Instagram, pour des idées que j'ai envie de partager qui me font d'un coup tilt
Eh ben, ce sont dans les moments où je ralentis, où je suis dans mon féminin, dans mon énergie féminine. Et vous pouvez remplacer par n'importe quel terme qui vous irait mieux si ce terme vous écorche dans vos idées ou que sais-je, enfin peu importe. Mais c'était dans ces moments-là que j'avais ces impulsions de créativité. Donc, et que je me sentais mieux. Et au contraire, quand j'avais passé trop de journées d'affilée à faire trop de choses, à voir trop de personnes d'un coup, ou à enchaîner des rendez-vous clients, ou à me mettre des objectifs de performance, quand je fais trop ça trop longtemps, je pète un câble. Mais littéralement, je pète un câble. Et en plus de ça, si je veux pouvoir, et je fais le lien avec recevoir de l'argent, recevoir du business, que les choses coulent, si je veux que mon business tourne, d'un point de vue financier, c'est pas tant pour gagner plus d'argent, c'est surtout à quoi va me servir cet argent, dans quoi je vais pouvoir le mettre, dans quelles choses qui font sens avec mes valeurs, je vais pouvoir le mettre. Et ben par exemple, si aujourd'hui je veux plus d'argent, ce n'est pas pour le mettre sur mon compte en banque et voir que ça fait des bébés, hein. C'est pour, par exemple, déléguer le montage de cet épisode à quelqu'un ou une partie pour que j'aie plus de temps, pour être plus dans mon féminin, pour prendre plus soin de moi, pour du coup avoir plus de créativité, pour être d'autant plus compétente dans les choses que je fais, que je sais très bien faire. Et le montage vidéo ou d'autres choses, c'est pas mon truc, c'est pas mon métier. Et je veux pouvoir payer des gens pour leurs compétences humaines et professionnelles et qui font ça très bien. Et la boucle est bouclée. Je veux gagner plus d'argent, vivre mieux. Et donc pour adapter un mode de vie qui fait sens avec mes valeurs, parce que finalement la vie elle est courte et que je sais d'autant plus que ça peut s'arrêter demain avec l'histoire personnelle que j'ai. Donc j'ai envie de ne pas avoir à regretter. Donc tout ça, je fais le lien avec les polarités et aussi parce que j'ai vraiment à cœur de transmettre cette idée, c'est que on doit mettre plus de conscience dans ce qu'on fait, on doit mettre j'ai envie qu'on mette plus d'éthique dans nos choix et dans ce qu'on fait, dans le marketing que l'on développe, si on veut le développer. Et c'est là où je vais citer d'ailleurs Thomas Burbidge, qui est une des personnes qui m'inspire énormément, qui parle beaucoup d'entrepreneuriat, qui a un podcast sur l'entrepreneuriat que je vous recommande vivement. Et c'est grâce à lui si je suis aujourd'hui dans ce studio, parce que j'ai commenté un de ses posts LinkedIn en lui demandant « Mais tu fais comment pour tes montages? Tu vas où ?» Et il m'a dit « Je vais à cet endroit-là », qui est en fait à côté de chez moi en plus. Et il a un podcast qui s'appelle Young, Wild and Freelance, j'espère que je ne me trompe pas, sur l'entrepreneuriat et d'une version éthique de l'entrepreneuriat, et ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, il vit au fin fond de la Corrèze. J'ai trouvé ça très drôle, je savais pas. Il vit dans une maison passive, ce qu'ils appellent une maison passive, où il y a tout un écosystème pour qu'elle soit écologique, etc. Donc, c'est des choses qui font sens avec ce en quoi je crois. Et sans le savoir, je pense, il a mis beaucoup plus de yin dans sa vie, beaucoup plus d'énergie féminine, beaucoup plus de conscience dans ce qu'il fait, dans ses choix, dans ses intuitions, dans l'écoute, dans la conscience du moment présent. Et je vais faire un parallèle avec les relations amoureuses, avec la sexualité, où typiquement, on est dans une société de la performance aussi dans la sexualité, aussi dans les relations, dans une société de la course à la dopamine, de la course au plaisir rapide et au plaisir immédiat, à la rétribution facile. Et tous ces contenus sur les réseaux sociaux qui nous vendent des trucs clés en main pour, gagner 10 000 abonnés en un jour, pour gagner 3 000 €, je sais pas, avec un seul produit, ou pour générer 10 cas par mois en 6 mois. Mais bien sûr, comme si c'était facile. Tous ces contenus-là contribuent à cette énergie malsaine masculine de la performance, de la productivité, en oubliant tout le reste, tout ce qui est de l'ordre de conscience dans ce qu'on fait, de sens, d'intuition, d'écoute de son cœur, et je fais le lien avec l'amour, de mettre de l'amour dans le travail qu'on fait, dans les choix qu'on fait, dans toutes ces choses-là en fait. D'où le lien avec les polarités et du fait que j'ai du coup
dû réorganiser mes journées et mes semaines si je ne voulais pas éclater en vol. Autre lien avec les polarités sur lequel je voudrais pointer une petite chose, et je sais pas si je peux le dire, mais je dis pas que c'est forcément vrai ou faux, c'est quelque chose que j'ai observé. Il y a des femmes entrepreneurs qui réussissent très 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 bien, qui ont pignon sur rue, notamment sur LinkedIn, qui sont des as de la communication et des posts à impact qui font 3 millions de vues, très bien, qui ont probablement une très bonne réussite professionnelle, qui ont beaucoup de clients. Je ne vais pas citer de nom. Je vois des contenus de certaines, je lis des contenus de certaines, qui ont notamment mentionné le fait qu'elles étaient continuellement au bord du burn-out. Est-ce que c'est de ça que j'ai envie ? Gagner beaucoup d'argent et avoir beaucoup de clients pour être dans cet état-là ? Mais non. Bien sûr, j'ai envie de bien vivre. Mais à quel prix ? Et donc, là où je fais lien avec les polarités, c'est que ce sont des femmes qui, en plus de ça, sont très dans le il faut faire, il faut être comme ça. Si tu y arrives pas, c'est que t'as pas la bonne solution. Si tu mets pas ça en place, c'est que t'as rien compris. Si tu continues de faire ça, t'iras pas loin. Alors, c'est leur mode de communication. Je dis pas que c'est mal ou que c'est bien. Elles font ce qu'elles veulent. Mais n'empêche que, c'est pas aligné avec moi. Voilà. Peut-être que c'est aligné avec vous. Vous prendrez ce que vous avez bon à prendre et puis voilà. Ouais, j'ai parlé encore de pas mal de choses. Il me reste qu'une demi-heure. Ah là là. La santé mentale, mais ça fait le lien avec tout le reste. Avant de faire cet épisode, j'ai regardé par curiosité les chiffres de la santé mentale pour les entrepreneurs. On est fatigués, hein, on est tous fatigués, mais on veut tous continuer. Donc globalement, je crois que les chiffres, j'aurais dû les noter, mais j'ai pas pensé à les noter. Il y avait quelque chose de l'ordre de 70% qui considèrent que la santé mentale est hyper importante, 70% qui sont hyper stressés tous les jours. Mais seulement 20% qui envisagent d'arrêter l'entrepreneuriat ou un truc comme ça. Et il y avait quelque chose de l'ordre de 30% qui voient un psy. Voilà, alors ça, c'est un conseil d'ordre général. C'est le meilleur investissement de sa vie. Un psy, un thérapeute, ce que vous voulez, ou de venir avec moi en accompagnement. Mais c'est un très bon investissement pour soi, pour le long terme. Mais passons. J'ai trouvé ça super intéressant et ça fait la boucle avec tout le reste. C'est que si on veut être entrepreneur, faut être prêt, à mon avis, à travailler sur soi à titre personnel. Et à se faire prendre des claques dans la figure assez régulièrement. Donc si on n'est pas habitué, qu'on n'a jamais fait de travail personnel sur soi, c'est là où ça peut être un petit peu difficile. Voilà. Donc ça, c'était la petite sous-partie santé mentale. J'aimerais parler des cases. Les cases, ah mon Dieu, les cases qu'on s'impose, les cases que la société nous impose, le moule dans lequel on a envie de suivre, etc. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui regardera peut-être cet épisode, qui est un client, qui m'a dit « C'est dingue parce que j'arrive pas à te mettre dans une case. » Je lui ai dit « d'accord. Une case ? Pourquoi me mettre dans une case ?» Et je pense que beaucoup de gens et notre société aiment bien compartimenter les choses dans des cases rangées, dans des briques. Voilà. Ça, c'est comme ça, et puis ça, c'est pas autrement, et puis c'est comme ci, et puis ça se fait, et puis ça ne se fait pas. Ça, c'est noir, et ça, c'est blanc, et puis ça, c'est bien, et ça, c'est mal. Ça, c'est oui, et ça, c'est non. Et il m'a dit, j'arrive pas à te mettre dans une case. Je dis, comment tu peux mettre une femme dans une case ? Enfin, c'est quoi les cases des femmes, ou les cases dans lesquelles j'aurais pu être rangée dans ta perception des choses. Alors, je sais pas, la femme coincée, entre guillemets, la femme qui travaille trop tout le temps, la femme qui est un peu perchée, qui s'intéresse à des trucs un peu spirituels, la femme qui fait tout le temps la fête. Le problème, c'est que moi, je rentre dans plusieurs cases. Qu'est-ce qu'on fait ? Je fais beaucoup la fête, je fais beaucoup de sport, je prends beaucoup soin de moi, j'aime prendre soin des autres, j'aime beaucoup mes amis, j'aime beaucoup donner, mais j'aime aussi beaucoup recevoir quand même. Et du coup, je suis très intéressée par la spiritualité, de plus en plus, parce que je me rends compte que il y a des choses qu'on aimerait bien pouvoir expliquer et qui ne s'expliquent pas, que la science n'explique pas. Et dans une société qui est très cartésienne, très case, norme, ça c'est comme ça et puis ça c'est pas autrement. Dès que ça sort un peu de ce qu'il faudrait, petite guillemets, maintenant je peux le faire et vous le voyez, ça fait péter un peu un câble des fois. C'est genre voilà. Et je pense que ça a été encore
la grosse leçon depuis 1 an, et d'autant plus depuis que je suis à mon compte, c'est de faire péter les cases, en fait. C'est pas parce que sur LinkedIn, il faudrait être comme ci ou comme ça. C'est pas parce que la société nous dit que c'est comme ci et que c'est comme ça. Ce qui compte, c'est ce qui est juste pour soi, à un instant T, même si ça ne rentre pas dans des cases, et même si ça ne plaît pas, et même s'il y en a qui diront que ce n'est pas juste ou bien ou machin, ça fait du tri, en fait, avec les personnes qui rentrent dans votre vie. Ça fait du tri avec ce que vous mettez comme énergie, dans quoi, avec qui, pourquoi. Ça permet de se détacher, ça permet de lâcher prise plus aussi, parce qu'après tout, et je mets quand même une petite attention, dans la mesure où ça ne va pas à l'encontre du respect d'autrui, évidemment, et que ça n'est pas hors la loi. Quoique, non, je rigole. Mais voilà, mis à part toutes ces petites règles autour de garder des valeurs qui vous sont chères, les cases de la société, on s'en bat les ovaires. Je m'en bats les ovaires. J'aime cette expression. Par exemple, tiens, ça c'est marrant. Il y a quelqu'un une fois qui m'a répondu en story, parce que j'avais fait un post LinkedIn ou je sais plus, dans lequel je mentionnais le fait que j'avais enregistré un podcast à la suite d'une soirée, d'une soirée où on était allé en soirée techno et on était rentré à 6h du matin. Ok. Elle m'a dit oulala, elle a répondu à ma story, elle m'a dit attention, à la limite pro-perso. Enfin pro ou à la vision qu'on pourrait avoir de toi. Est-ce que le fait que j'aime danser et faire la fête remet en question mes compétences professionnelles? Est-ce que ça remet en question la valeur de mon travail? Je crois pas. Au contraire, ça veut dire que j'ai suffisamment d'autonomie pour arriver à... Et puis même de lâcher prise et de plaisir de vivre pour réussir à m'amuser et pour être d'autant plus de bonne humeur quand je travaille. En fait, si je passais ma vie à travailler, à être sérieuse et à ne voir tout que sous le prisme de la productivité et de il faut être comme ci et comme ça, nanana, à quel endroit en fait je vis? J'ai aussi mes goûts personnels. Enfin bref, en tout cas, c'était un des exemples de la notion de case. Qui a dit que on devait absolument séparer la vie pro de la vie perso dans la mesure où, et ça fait écho à ce que j'ai dit au départ, le professionnel que l'on est intrinsèquement lié à l'humain qui est derrière. Et au-delà de ça, je pense sincèrement que ça contribue à l'authenticité et au sentiment de proximité que nos clients, par exemple dans le cadre de l'entrepreneuriat, peuvent ressentir avec nous si on est d'autant plus vrai et humain. Je veux dire, c'est d'autant plus vrai quand on est, par exemple, thérapeute ou dans le soin. On va pouvoir, par exemple, proposer des contenus axés sur des problématiques qui peuvent toucher les personnes, par exemple tout ce qui est traumatique, d'enfance intérieure, de je sais pas, de sexualité ou d'autres choses qui concernent nos accompagnements dans le cadre du soin ou du coaching ou je sais pas, de la thérapie. Mais nos propos auront d'autant plus de poids si on peut aussi partager pourquoi ça nous est cher, ces sujets-là. À quoi ça fait écho dans notre vie personnelle. Parce que je pense sincèrement que ce qui fait qu'on est compétent dans un domaine, c'est aussi parce que on a eu à le traverser à titre personnel ou parce que c'est quelque chose qui nous prend tellement, qui a tellement de sens pour nous, enfin je crois, que du coup on devient compétent dans ce domaine-là. Moi et je le dis là, j'avais tellement de shift à faire et de prise de conscience à faire en termes d'amour, de soi, de l'autre, de la sexualité, tout est lié, de la peur du rejet, de toutes ces choses-là que je sais d'autant plus bien en parler et accompagner des gens parce que j'ai eu à le travailler pour moi. Et c'est là où je fais le lien avec pourquoi on ne peut pas séparer l'humain du professionnel et que parfois la vie, c'est pas la vie personnelle, mais c'est notre personne en tant qu'humain en dehors de je produis quelque chose pour mes clients est très liée et a énormément aussi de valeur.
c'est que c'est aussi, on est aussi compétent dans quelque chose et on a aussi choisi une voie en particulier, je pense, par le fruit de notre histoire. Donc, si vous êtes entrepreneur à votre compte et que vous cherchez un peu votre manière d'être, votre manière de communiquer, moi, j'aurais qu'un conseil à donner, c'est d'être la plus authentique possible, dans le respect de soi, dans le respect de l'autre, dans le respect effectivement de ce qui relève de l'intime et qui n'a pas lieu d'être évoqué. Mais je pense sincèrement que ça nous rend plus humains et qu'on est dans une société qui a besoin de plus d'humains. On est dans une société qui a besoin de prise de conscience. On est dans une société aujourd'hui qui se rend compte qu'elle a atteint les limites de certaines choses qui ne marchent plus, qui ne marchent pas sur le long terme. Et je pourrais faire des liens avec l'écologie, je pourrais faire des liens avec les injustices de ce monde ou des incohérences. Je pense sincèrement que tout ce qui relève de ce podcast, des mots, de l'art, je connais des personnes qui sont vidéastes et qui montent des projets ou qui ont envie de monter des projets artistiques, que ça soit en lien avec les guerres, que ça soit en lien avec des choses qu'ils ont vécues à titre personnel et qu'ils ont envie de véhiculer, des messages qu'ils ont envie de véhiculer. Je pense sincèrement que tous ces entrepreneurs, que tous ces artistes, que tous ces créateurs ont des messages à transmettre et qu'ils peuvent vraiment faire changer les choses. Et donc aujourd'hui, on est dans une société qui, je pense, ne va pas très bien sur plein d'aspects, à l'échelle humaine, à l'échelle relationnelle, à l'échelle professionnelle, à l'échelle mondiale, à l'échelle écologique, sur différents plans. Et peut-être que c'est ça, là, je vais essayer de boucler la boucle, mais c'est peut-être ça mon objectif, en fait, et mes objectifs de vie, et à long terme, à moyen terme, à court terme, c'est de continuer à mettre plus de sens dans ce que je fais, que le peu que je fasse et la petite échelle que j'ai mondiale, la petite goutte d'eau que je suis, ait de l'impact à l'échelle d'une personne, à l'échelle de 2, à l'échelle de 10. Parce qu'en fait, c'est ces petits micro-impacts-là qui génèrent du changement et qui génèrent des grandes vagues. Et je pense que plus on sera de personnes authentiques, vraies et qui sont prêtes à se remettre en question chaque jour, à se donner plus à soi pour donner mieux aussi autour et aux autres, je pense que plus on cultivera ça, plus la société aura du sens, plus elle tournera mieux, j'espère. Et plus il y aura d'égalité, d'amour, de paix, plus il y aura de choix justes et conscients, d'actes justes et conscients. Et donc, par effet de ricochet, moins il y aura de conflits entre les personnes, entre les individus, dans les relations, moins il y aura d'addiction, moins il y aura de comportements toxiques vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde, moins il y aura de guerre, moins il y aura de etc., etc. et vous remplacez par tout ce que vous voulez. Et je fais encore un lien avec tout le déroulé de mon épisode, les insécurités qu'il faut travailler vis-à-vis de soi, les polarités qui, je pense, sont vraiment, vraiment intéressantes à l'échelle individuelle, relationnelle, professionnelle et mondiale. Et ça, j'appelle ça l'alignement. Donc, je pense que ça va être mon objectif de continuer à faire des choses alignées pour moi et pour les autres et pour le monde. Et j'ai lu quelque part, je sais de qui, de Grégory Pouy, qui est une des autres personnes qui m'inspire énormément. Je lui enverrai cet épisode peut-être. C'est un homme qui a 45 ans et qui, il y a pas longtemps, j'ai écouté sa bande-annonce de podcast sur son parcours et ce qu'il fait au quotidien. Et ça me parle beaucoup. C'est un immense exemple pour moi. Il a un podcast qui s'appelle Vlan depuis un peu plus de 6 ou 7 ans que j'écoutais au moment où j'ai lancé ce podcast il y a 6-7 ans. Il a lancé désormais Ping, je crois. Donc ça, c'est un des précurseurs et c'est un gros podcast. Je n'ai pas la prétention d'être à son niveau, malheureusement. Mais ces podcasts ont beaucoup d'impact et ça m'inspire beaucoup. Et il disait dans un de ses contenus, reprendre son pouvoir, c'est une question d'alignement. Et je pense que c'est très vrai.
Parce que reprendre son pouvoir, c'est s'aligner avec ce qui est juste pour soi et en étant honnête vis-à-vis de soi-même, en n'ayant pas plus peur en fait d'affronter ce qui doit l'être. Je pense que ça, c'est le vrai pouvoir. Je sais pas si je devrais envoyer ce podcast au gouvernement. Peut-être pas. Mais je pense qu'en tout cas, c'est plus on sera nombreux à faire ce travail-là, plus on pourra changer les choses, justement, à l'échelle de nos pays, à l'échelle mondiale, à l'échelle de tout ce qui se passe sur Terre en ce moment. Et j'ai pas pour vocation d'aller dans le détail de tout ce qui tourne mal dans le monde, on le sait suffisamment. Donc ça, c'est un de mes objectifs. Et puis, continuer à passer du temps en dehors des écrans. Je pense sincèrement que la vie, elle se passe dans la vraie vie, en fait. Et j'en suis sûre. Mais malheureusement, il faut concilier avec le fait qu'aujourd'hui, les moyens de communication, mon moyen de communication passe par l'écran, par le réseau social. Et c'est tous les jours très difficile aussi pour moi de trouver l'équilibre entre le temps que j'y passe, qu'est-ce que je consomme comme contenu et la distance que je prends aussi pour vivre dans la matière ce qui se passe, parce que c'est toujours dans la matière que l'on peut incarner, intégrer les choses. D'où le fait que j'ai tout pris sur des notes en papier, comme vous pouvez le constater. Voilà. Il est 39. Il y a peut-être encore quelque chose que j'aimerais dire. C'était au départ, je pensais que j'allais en faire une grosse partie, mais je pense que c'est pas si important que ça. Surtout au regard de tout ce que j'ai dit et qui compte quand même déjà pas mal. J'ai dit le principal, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais une des choses qui moi m'a sauté à la figure dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de frustration. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai à régler. Fut un temps, c'était avec les hommes. J'aime les hommes, mais la frustration, c'est la frustration, mais en fait, ça tend à s'estomper parce que je me suis beaucoup détachée et que j'ai beaucoup travaillé. Mais au début, ce qui a pu me heurter, c'est que quand on est entrepreneur, on voudrait que les choses aillent vite, on voudrait avoir des résultats rapidement, on voudrait avoir des réponses rapidement, on voudrait que les choses aillent comme on veut qu'elles aillent, mais c'est pas possible. C'est pas possible et donc ça demande de se lâcher prise. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre épisode, en fait, ce sujet que j'avais envie d'évoquer, de la tolérance et de l'intolérance. On est dans une société, globalement, à ce qui paraît, intolérante. Je le vois de moins en moins parce que du coup, c'est pas quelque chose que je cultive, mais j'ai tendance à l'oublier parce que j'ai tellement cultivé ce truc où je juge pas l'autre, je juge pas la différence parce que j'estime que chacun fait ses choix et fait ce qui est juste pour soi à un instant T. Et j'ai pas à critiquer ou ça me concerne pas en fait. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ça fait que du coup, je suis assez peu intolérante. J'ai énormément agrandi ma perception en fait de ce qui peut se dérouler dans les situations autour de moi parce que je suis beaucoup plus tolérante vis-à-vis de moi-même. Et donc ça, c'est quand même quelque chose que je voulais dire, c'est que le jugement que l'on porte vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis d'un comportement ou vis-à-vis d'une situation, en général, il est proportionnel à l'intolérance que l'on a vis-à-vis de soi-même sur ce sujet-là. Et donc, il y a quelque chose que j'ai encore à régler et que je vais dire, c'est que comme je suis très exigeante vis-à-vis de moi-même, et je tends à m'assoupir, je suis très à cheval sur des valeurs, notamment de prendre soin, d'être prévenante. Et quand quelqu'un, par exemple, me pose une question ou m'envoie un mail, m'envoie un message, ça ne me viendrait pas à l'idée de ne pas répondre. Et si jamais je n'ai pas le temps de répondre, je suis de celle qui va dire « Écoute, je vais répondre à ton message, mais pas aujourd'hui ou pas pour l'instant parce que je n'ai pas l'espace pour te donner cette énergie-là maintenant ou te donner une réponse. Je vais le faire à telle date, etc. » Je suis obligée de beaucoup m'organiser, effectivement. Et il y a des choses que je promets que je vais faire et que je vais faire parce que quand je tiens une promesse et quand je fais une promesse, je tiens parole.
Et c'est quelque chose qui est tellement cher à mon cœur et qui est dans mes valeurs que quand en face, j'ai quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Ah, ça me frustre. ça me... Et j'ai, à titre personnel ou professionnel, j'ai été forcément confrontée à des gens qui font des promesses, qui ne tiennent pas. Et ça a été frustrant. Ça a été frustrant et donc ça a été un apprentissage de lâcher prise et d'agrandir ma tolérance encore une fois et de travailler sur cette exigence que j'avais vis-à-vis de moi-même. Alors, ça ne veut pas dire que désormais je ne réponds plus aux gens, non du tout, mais j'ai continué à mettre de l'eau dans mon vin et j'ai accepté qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas sur ces valeurs-là. Par contre, ce que j'ai appris à faire, c'est de souligner et de remercier quand quelqu'un le fait. Par exemple, quand quelqu'un me dit je ne peux pas te répondre maintenant, je te réponds demain sans faute. Et là, je pense que ça parlera beaucoup aux femmes. Il y a beaucoup de personnes qui se défaussent et qui ghostent, ou qui s'absentent ou qui disparaissent, et que ça soit dans le monde relationnel ou professionnel. Et quand en tant que femme, on reçoit un message comme ça, je peux vous dire que ça a un impact énorme. Ça a un impact qui nous sécurise. C'est pour ça que ce podcast je savais qu'il partirait en cacahuète parce qu'il fait le lien entre les relations, les polarités homme-femme, féminine, masculine, l'entrepreneuriat, etc. Parce que dans l'entrepreneuriat comme dans nos relations personnelles, on est amené potentiellement à devoir interagir avec d'autres personnes et que du coup on fait face à plein d'humains et à des humains qui ont un vécu, une situation et une vie personnelle qui est différente de la nôtre et que on n'est pas tous les jours tout le temps disponible émotionnellement, physiquement, tout ce qu'on veut. Et pour autant, bien sûr que dans l'entrepreneuriat, j'ai pas une connaissance de tous les contextes, mais il y a probablement des entrepreneurs qui font face à des manquements de respect. Moi, j'ai de la chance, je touche du bois, je suis alors non, c'est peut-être pas de la chance. Non, c'est pas de la chance. Mais je suis vraiment respectée dans mon travail jusqu'à présent, dans le sens où je fais face à des personnes qui sont là, qui répondent à mes questions quand j'en ai besoin, qui me payent en temps et en heure parce que c'est juste une question de principe en fait. Et si peut-être, c'est une hypothèse, mais j'y crois, c'est que peut-être que si je fais face et je côtoie beaucoup de personnes qui me respectent, c'est peut-être aussi parce que j'ai appris à vraiment me respecter moi et dire ou exprimer quand ça n'allait pas, si ça n'allait pas, mais ça n'a pas été jusqu'à présent dans l'entrepreneuriat. Et parce que j'ai appris à dire ce que je ressentais à titre personnel. Et ça a été la plus grosse leçon aussi de ces derniers mois, c'est à partir du moment où on arrête de passer dans le « tu as fait ça, tu aurais dû faire ça » et qu'on passe dans le « quand il s'est passé ça, j'ai ressenti ça », l'autre ne peut plus remettre en question ce que l'on dit. En fait, il peut pas dire c'est vrai ou c'est faux, c'est juste je l'ai ressenti comme ça. Et j'ai tellement cultivé ça pendant des mois, pendant des mois, que du coup, je me suis retrouvée dans des situations où on m'a respectée, désormais de plus en plus en tout cas. Mais de temps en temps, il m'arrive que je sois face à des petits moments de frustration parce qu'effectivement, j'aimerais avoir une réponse tout de suite et que ça fait partie encore du truc que je dois travailler. Et là, je suis à nouveau obligée de lâcher prise et dire ok, j'aurai peut-être pas la réponse. Quand j'aurai la réponse, je m'organiserai de telle manière à. Et si la réponse est vraiment nécessaire pour que j'avance ou que j'en ai besoin dans mon travail, en fait, je serai en mesure de dire, en fait, là, j'ai besoin d'une réponse. Ça serait bien, ça me faciliterait la vie, ça me faciliterait notre travail si j'ai des éléments sur cette chose-là. Et donc, la boucle est bouclée quand on fait tout ce travail personnel-là. Je pense vraiment que c'est plus simple l'entrepreneuriat. Donc voilà, mais en tout cas, c'était cette petite partie que je voulais évoquer sur l'intolérance et le jugement, etc. Et j'ai tellement désappris à juger, je juge pas les gens, je juge pas les situations. En fait, si un contenu ne me plaît pas, je me désabonne.
ou si je suis pas d'accord, ou si ça me génère une frustration ou un truc, au lieu de remettre en question ce que l'autre fait ou ce que l'autre dit, je me pose d'abord la question de pourquoi ça me gêne moi, en fait. Parce que c'est souvent là qu'il y a une grande partie de la réponse. Et c'est souvent parce qu'on a des choses à régler vis-à-vis de ça qu'on a cette petite critique qui se pointe ou ce petit truc qui nous gêne. Voilà. Ouf, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si j'ai été claire sur tous mes propos. Peut-être que vous aurez l'impression que c'est très décousu. Pour moi, ça l'est pas tant que ça parce que tout a un fil rouge et que l'idée et le sens global que je veux transmettre y est. Mais c'est vrai que ça peut paraître désorganisé parce qu'il y a beaucoup d'idées et parce qu'il y a beaucoup de concepts qui se mêlent et qui sont interconnectés, interdépendance, petite notion qui rappelle que on est tous liés les uns les autres. Nos activités sont toutes liées les unes aux autres. Nos manières de penser, la façon que l'on a de se nourrir, les activités qu'on met dans notre vie, les personnes que l'on fait rentrer dans notre cercle ou que l'on fait sortir, les valeurs que l'on adopte, les actes que l'on développe, les habitudes que l'on développe dans sa vie personnelle ont un impact aussi sur le monde qui nous entoure. Et c'est en cela que je dis interdépendance. C'est aussi un concept qu'on retrouve dans les relations. Dans les relations, c'est vraiment pas de la dépendance en fait. C'est comprendre que l'on se soutient l'un l'autre, que tout est complémentaire, que les êtres vivants sont complémentaires entre eux, que les êtres dans une relation sont complémentaires entre eux, que dans une société, nous sommes tous complémentaires, on a tous quelque chose à apporter, que nos parts intérieures ont toutes quelque chose à apporter et nous composent. Donc, interdépendance, interconnexion, tout est relié. Gros sujet, j'avais beaucoup de choses à dire et je trouve que pour quelqu'un qui a une bronchite, je suis fière de tout ce que j'ai dit, je peux le dire. Parce que j'avais beaucoup de choses à dire et que ça demande à chaque fois du courage aussi, quand même, de prendre la parole, avec le risque que ça comporte, que ça déplaise. Et ça ne remet pas en question ma valeur humaine, voilà. Sur ces considérations, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, si vous écoutez ça ou si vous regardez pendant la journée. Je vais vous souhaiter de mettre plus de sens dans ce que vous faites, dans les mots que vous adoptez vis-à-vis de vous-même et donc vis-à-vis des autres, ou aussi plus de sens dans vos habitudes, plus de conscience dans ce que vous faites, ce que vous mangez, ce que vous consommez, de se poser la question, pourquoi je fais ça? De vous poser la question, quelle est la finalité de ces choses-là, de tout ce que je mets en place. Remplacez par tout ce qui vous vient en tête. Dernier message, la vie est courte. Tâchons de la rendre belle. Tâchons de réaliser que plus on a des moments up de bonheur, plus il faut savoir faire face à des moments difficiles. C'est une des règles de la polarité et de la dualité. Et ça c'est un fait. J'ai eu l'occasion d'en parler il y a pas très longtemps avec une très chouette personne qui est un peu comme moi, un peu addict à cette urgence et qui est pourtant indispensable de contrebalancer avec énormément de douceur et de vide. Parce que pour faire rentrer des choses belles, il faut pouvoir laisser de la place. Voilà. Je suis très curieuse de voir où la vie va me mener encore. Il se passe tellement de choses tous les jours, toujours de plus en plus bien, que je me dis waouh, trop chouette. J'ai hâte de voir ce que ça va être dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. On verra bien. Et je vous souhaite aussi de faire face à vos insécurités, parce que c'est aussi là que se cachent les plus belles choses, en fait. Voilà. Sur ce, belle journée. Continuez à parler fort de ce qui compte pour vous, de ce qui est vrai. Entourez-vous de bonnes personnes qui sont justes pour vous à un moment T. Faites sortir celles qui
ne vous respectent pas ou les situations qui ne vous respectent pas. Et je pense que plus on sera de nombreux à faire ça, plus le monde tournera vraiment mieux.